Donc j'aimerais accueillir Renan Morastin, qui est le permanent professionnel de Odonat, Office des données naturalistes. C'est marqué, les abeilles, les papillons, les libellules. Je lui passe tout de suite le micro. Merci beaucoup. Donc voilà, donc je travaille à Odonat, qui est une fédération d'associations qui regroupe toutes les associations spécialisées qui ont des bases de données et qui collectent au fur et à mesure des jours et des années les données des différents naturalistes et principalement des naturalistes amateurs. Il manque. Le micro ne marche pas bien. Si. Il faut juste que je sois plus près peut-être. T'as oublié. Il en manque une, non? Non, il n'y a pas les titres au début. Non, ok. Donc, après la botanique, on va dire avec un petit b, je vais vous faire l'entomologie avec un micro-e. Tout simplement parce que je dois vous parler de centaines d'espèces aux mœurs complètement diverses. Et comme beaucoup de naturalistes, je me suis un peu spécialisé. Donc, mon truc, c'est les libellules. Et les libellules, c'est 69 espèces en Alsace, donc c'est un peu tranquille. Par rapport aux coléoptéristes qui doivent en étudier 3500 sur la région, effectivement c'est beaucoup plus tranquille. Donc je vais juste essayer de vous brosser un petit portrait de quelques espèces intéressantes qu'on trouve dans la réserve du Frankenthal. Donc les insectes, vous savez que c'est la grande masse de la diversité animale. Il y a à peine 45 000, 50 000 vertébrés pour 1 million et demi d'espèces décrites dans le monde. Donc les vertébrés, les oiseaux, toutes ces espèces qu'on étudie, il y a 10 000 oiseaux, peut-être 25 000 poissons, etc. C'est quasiment rien du tout par rapport à toute la diversité animale qui est connue. Et dans cette diversité des invertébrés, les insectes, c'est vraiment le grand groupe qui recueille toutes les espèces. Et donc, aujourd'hui, il y a peut-être 1 million d'espèces, sans doute un peu plus, qui sont décrites. Il y en a certainement 2, probablement 5. Certains experts estiment peut-être 10 millions à trouver sur la Terre. Donc ça, on n'en sait rien. Je pense qu'on ne le saura jamais vraiment, d'autant plus que très probablement, pendant cette journée, il y en a déjà quelques dizaines qui vont disparaître de la surface de la planète avec la déforestation des forêts pluviales principalement. Donc, en gros, Munster ou Nutella, il faut choisir un moment ou un autre. Voilà, donc si on regarde la France, évidemment, tu peux passer à la suivante, c'est beaucoup moins important que les pays et les forêts tropicales. Il y a à peu près 45 000 espèces. Et si on essaye de voir un peu les espèces qui sont régulièrement étudiées par les naturalistes de terrain, comme on a des botanistes et des bryologues, on voit très rapidement que les quelques groupes qui sont très souvent étudiés, ce sont des groupes relativement faciles. C'est les papillons de jour, c'est les sauterelles, les criquets, c'est les libellules, etc., etc. Et si on fait la somme de toutes ces espèces, sur lesquelles on a maintenant beaucoup d'informations qui nous remontent tous les jours avec les bases de données, finalement on s'aperçoit que c'est très très peu sur ces 50 000 espèces qui sont présentes en France. Il y a peut-être 100 espèces de libellules en France, 200 espèces d'ordoptères, à peu près 300-400 on va dire de papillons de jour. Donc vous voyez que ça fait moins de 2% de toutes les espèces qui sont présentes en France. Et dès qu'on arrive dans des groupes extrêmement complexes avec soit des espèces qui sont très très difficiles à identifier, il faut un travail de récolte compliqué avec de la binoculaire, etc. Il y a de moins en moins de spécialistes, et puis il y a même des régions où il n'y a pas de spécialistes du tout. Et donc ça, cette dichotomie entre certains groupes, certaines familles qui sont très étudiées et d'autres qui sont très peu étudiées, voire pas étudiées du tout, ça fait qu'on connaît probablement une toute petite partie des insectes qui sont présents dans la réserve du Frankenthal. Donc ce qu'on connaît aujourd'hui au niveau de la réserve, c'est à peu près ça. Donc ça fait, alors j'ai pas fait le calcul, mais on va dire à peu près 800 espèces qui ont été identifiées. Donc vous voyez, c'est quand même pas mal, parce que 350 coléoptères, c'est pas rien. 113 espèces d'abeilles et de guêpes sauvages, c'est pas rien non plus. Et pour les diptères, c'est encore plus, 320 espèces, dont notamment une très très forte richesse en cirphes, qui sont des mouches généralement très jolies qu'on voit butiner, qu'on voit pondre sur un certain nombre de fleurs, même si beaucoup sont carnivores.
et déjà beaucoup moins on va dire, d'espèces classiquement étudiées comme les libellules, les orthoptères ou les lépidoptères, les papillons de jour. Voilà, donc je vais essayer de vous présenter quelques espèces emblématiques par milieu naturel qui sont présentes dans la réserve. Donc ce qu'on va voir en premier quand on monte dans les Hauts-de-Vosges, c'est justement ces espèces qu'on ne retrouve pas ailleurs autour des massifs montagneux, qui se sont réfugiés en fait, comme beaucoup de plantes après les glaciations, dans les massifs montagneux, et qui ne descendent pas en fait ni dans les vallées vosgiennes ni en plaine. Du coup, pour aller les voir, on est obligé de monter en altitude. Donc il y a beaucoup d'espèces de papillons comme ça qu'on retrouve que dans certains massifs montagneux. Alors généralement pas que les Vosges, hein. Souvent vous voyez comme une espèce comme celle de gauche, les moirés, qui sont ces petits papillons bruns à taches orange avec des ocelles à l'intérieur qu'on voit souvent dans les montagnes, que ce soit les Alpes, les Pyrénées et aussi les Vosges. C'est des espèces qu'on voit fréquemment en montagne, qui sont liées à la montagne. Par contre, on ne le verra pas en dessous de 700-800 mètres. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il est rare à l'étage supérieur des Vosges. Une espèce comme le moiré de la Cange, donc celle de gauche, c'est une espèce qui est assez fréquente et assez facile à voir, que vous verrez très facilement sur les chaumes si vous y montez, ou vous faites n'importe quelle balade dans les milieux ouverts, vous la verrez. Alors que d'autres, comme celle en haut à droite, qui est une grosse sauterelle qui n'a pas d'ailes et qui donc se déplace uniquement en marchant, même s'il existe quelques exceptions et quelques femelles qui ont des ailes, mais c'est une exception. Elle est vraiment limitée à l'étage très supérieur des Vosges, au-delà de 1000 mètres. Donc elle a une aire de répartition qui est beaucoup plus restreinte. Et du coup, elle est en danger critique sur la liste des espèces menacées d'Alsace, parce que son aire de potentiel de reproduction est vraiment très limitée. Donc ça dépend, les situations sont relativement contrastées, mais en tout cas, il y a beaucoup d'espèces qu'on ne verra que dans les Hauts-de-Vosges et qu'on ne verra pas ailleurs, ni en Lorraine, ni en Alsace. Ensuite, ce qu'il faut bien avoir en tête, ça les gens l'oublient le plus souvent, c'est que beaucoup d'insectes en fait sont aussi des migrateurs. Alors migrateurs, on ne l'entend pas au sens des oiseaux qu'on connaît qui suivent un chemin extrêmement précis pour aller d'un point hivernage à un point d'estivage ou de reproduction, mais beaucoup d'espèces subissent un nomadisme très important. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il y a des grosses explosions de population qui peuvent avoir lieu dans certaines régions. Et du coup, il y a des populations qui vont se disperser, alors soit vers le nord en partant du printemps, soit à l'automne, qui peuvent rebrousser chemin et redescendre vers le sud. Donc il y a beaucoup d'espèces de la réserve en fait, qui ne vont pas s'y reproduire. Actuellement, par exemple, si vous allez sur les cols vosgiens, pour ceux qui ont déjà fait un peu de migration d'oiseaux, puisque vous pouvez faire regarder un peu quelle est la migration de retour des oiseaux sur le col vosgien, vous voyez aussi passer les papillons, notamment le vulcain qui est en photo en bas à droite. Donc c'est un papillon qui est en fait très commun, qui est facile à voir, puisqu'il se reproduit aussi chez nous, il est sur l'ortie, donc c'est vraiment pas une espèce qui a une plante compliquée, mais vous verrez des papillons bouger comme ça et passer les cols. Et selon les années, il y a des années d'invasion, on va dire, plus ou moins fortes. Et certaines années, il y a certaines espèces qui ont des explosions de population dans certains pays, notamment dans le sud, et qui d'un coup vont envahir la région et se retrouver un peu partout. Ça peut être des papillons, ça peut être des libellules, ça peut être des mouches. Il y a des mouches qui passent les cols alpins, etc., etc. Donc il y a plein de tout petits animaux qui ont quand même des migrations très importantes. Alors il est clair que ces facultés de déplacement sont beaucoup aidées par la météo. Forcément, ce n'est pas des animaux qui ont la capacité, par exemple, de résister à des conditions météo défavorables pour se déplacer. Par contre, elles vont être très favorisées s'il y a un coup de vent qui va les déplacer et les aider à se déplacer. Mais ça peut faire plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres pour certaines. Quelques espèces qu'on retrouve qui sont très intéressantes, et notamment celle en bas à droite qui est le cuivré de la bistorte, qui vit sur les secteurs à bistorte, donc une plante qu'on retrouve dans certains secteurs de la réserve, notamment des cirques glaciaires, et c'est un des deux papillons pour lesquels il y a une sous-espèce qui est décrite spécifiquement pour les Vosges. Donc c'est quelque part, je dirais, une des espèces pour lesquelles les réserves des Hauts-de-Vosges ont vraiment
une nécessité de conservation qui est vraiment très forte, puisque alors ce ne sont pas des espèces au sens précis du terme, même si un jour probablement quelqu'un va bosser sur la génétique de ces populations et va montrer que finalement les populations des Vosges et du Jura ou des Vosges et des Pyrénées, etc., sont séparées de longue date et que c'est deux espèces peut-être différentes, mais en tout cas il existe quand même certaines espèces qui sont scindées, ces îlots sont scindés de longue date, et du coup cette sous-espèce n'est visible que dans les Vosges, et notamment au cirque du Frankenthal. Alors elle est probablement peut-être un petit peu en augmentation à l'échelle du massif, dans le sens où elle avait pu être vue sur le versant alsacien depuis des années, et si je me souviens bien, elle a été retrouvée en 2002 ou 5, je ne sais plus, au niveau de la réserve régionale du Rothenbach. Et maintenant, on le voit dans quelques cirques glaciaires, comme le Frankenthal ou le Forlay. Voilà, donc c'est souvent... Bon, alors je pense que vous avez tous déjà fréquenté mille et mille fois les cirques glaciaires des Vosges, mais quand vous avez les mégaforbiers dont parlait Bernard tout à l'heure, donc ces grands ensembles de hautes herbes, en général très très fleuris, que vous avez sur certains secteurs de cirque, soit sur le bord des ruisselets, des sointements, soit dans les creux qui accumulent un peu d'eau. L'idéal pour observer les insectes, c'est souvent de s'y arrêter, de passer du temps, puisqu'en fait, la plupart des insectes butineurs, les bourdons, les papillons, plein d'autres espèces, en fait, vont venir à vous et venir sur les cirques, les mulgédies, etc. Et le plus simple, c'est des fois de passer 1 heure à ne rien faire et à s'asseoir au bord du chemin, dans ces secteurs très fleuris, et d'attendre en fait que les espèces viennent à vous. Et c'est vraiment des secteurs qui sont très intéressants quand vous y êtes. Il y a plein d'espèces, alors des rares, des moins rares, peu importe, et vous êtes à peu près sûr de les voir si vous êtes un peu patient. Il n'y a pas forcément besoin de courir dans tous les sens pour voir des insectes, notamment le nacré de la sanguisorbe, par exemple en dessous, qui vit sur la reine des prés et pas du tout sur la sanguisorbe. Ça c'est le problème des noms vernaculaires qui ont été donnés il y a longtemps, mais qu'on voit très fréquemment dans ces zones de hautes herbes, notamment autour de la tourbière de l'étang noir. Après, il y a les espèces qui apprécient un certain type de pâturage. Donc le pâturage, alors c'est toujours compliqué ces histoires de pratiques agricoles sur des milieux ouverts pour la gestion, pour la conservation des populations, puisque vous mettez 10 spécialistes autour de la table et vous aurez 10 versions différentes entre il faut pâturer un peu, pâturer très peu, pâturer 1 fois tous les 2 ans, pâturer seulement 2 mois par an, pâturer comme ci, pâturer comme ça, ou alors ne pas pâturer du tout et puis après il faut repâturer. Enfin, c'est assez compliqué parce que chaque spécialiste a des espèces qui sont plus ou moins inféodées à des milieux un peu, disons, relativement ouverts, piétinés, et d'autres sur des milieux qui sont au contraire très peu densément pâturés. Donc ce qu'on peut juste dire de manière simple, c'est que globalement il y a pas mal d'espèces qui se satisfont d'un pâturage mais extensif. Notamment un beau papillon comme le cuivré mauvin qui est sur les rumex, lui il sera complètement favorisé si on est sur un pâturage extensif. Par contre, on le voit bien, mais c'est dans les Vosges, mais c'est aussi le cas dans la plaine, quand on a une pression d'exploitation qui est extrêmement forte, que ce soit par la fauche ou par le pâturage, on se retrouve avec des milieux prairiaux ou ouverts, quand on est dans les Vosges, qui du coup abritent nettement moins d'espèces intéressantes et spécialisées. Donc c'est toujours difficile de trouver un compromis, et puis c'est un peu tout le jeu de la réserve naturelle d'essayer de faire la part des choses entre des milieux relativement pâturés, d'autres beaucoup moins, mais quand même un peu, et d'autres pas du tout. Et ça c'est un compromis un peu complexe qui dépend aussi de la surface dont vous disposez. Mais à chaque type d'exploitation, ou on va dire d'utilisation, vous aurez des cortèges relativement différents, dont des espèces qui peuvent s'en satisfaire et très intéressantes et pas communes. Donc dans les tourbières des Hauts-de-Vosges,
notamment l'étang noir du Frankenthal, qui est une des rares tourbières d'eau libre de la réserve. Vous avez aussi tout un tas de cortèges d'espèces inféodées à ce type de milieu, des milieux aquatiques acides dans lesquels elles vont se développer. Donc là, c'est déjà un peu plus mon domaine, puisque là, j'y ai quand même passé beaucoup de temps avec Arnaud à rechercher les exuvies et à capturer des libellules. Donc là, dans les tourbières de montagne, il y a tout un tas de cortèges de libellules qui sont inféodées à ce type de milieu, qui sont dites tyrphobiontes. Alors c'est un mot un peu compliqué, mais c'est pour dire qu'on ne les retrouve vraiment pas ailleurs dans d'autres habitats. Alors il n'y a pas que des libellules, il y a aussi des mouches, comme celle qui est avec le nom quasiment imprononçable qui est en dessous, qui n'existe que là. Et donc là, vous avez plusieurs espèces que vous retrouverez que là et qui sont vraiment rares dans le massif vosgien parce que ce type d'habitat en fait est peu commun. Alors il est très peu commun du côté alsacien, il est un tout petit peu plus commun du côté lorrain, mais au final il y a à peu près on va dire une vingtaine de milieux qui ont la capacité d'accueil de ce cortège spécialisé, dont l'Èchne des Joncs, la grande libellule qui est en photo là, et l'espèce un peu emblématique, celle qu'on voit tourner le plus facilement autour de l'étang noir quand on y va en juillet et en août. Donc là, c'était la pause. Peut-être en attendant, s'il y a des personnes qui ont des questions à Reinhard, on peut... Merci les magiciens. Donc je reprends là par exemple donc pour les espèces de libellules les plus rares dans les tourbières des Hauts-de-Vosges. Donc il y a très peu de stations et côté alsacien et un petit peu plus côté lorrain, mais finalement elles sont très rares. Il y a même quelques espèces qui sont uniquement présentes dans les Vosges et le Jura, enfin, notamment une, l'Èchne subarctique. Alors je peux juste peut-être dire un mot de ce qu'on a expérimenté il y a 2 ans avec Arnaud sur la réserve. Donc il y a un certain nombre de laboratoires qui ont développé une technique pour essayer, à partir uniquement de prélèvements d'eau, de savoir quelles sont les espèces qui vont séjourner dans l'eau à partir de leur ADN. Donc c'est maintenant une technique qui est considérée comme relativement pertinente pour les grosses espèces, comme les poissons ou les amphibiens, et qu'on a expérimenté pour la première fois pour les libellules il y a 2 ans. Donc c'est un petit peu moins concluant que pour les poissons et les amphibiens, mais ça marche quand même. Donc en fait le truc est assez simple, c'est vous venez, vous prenez de l'eau, et puis grâce à diverses manips qu'a mené le laboratoire, et notamment mettre en référence tout l'ADN de toutes les espèces françaises de différents groupes, vous obtenez à la fin la liste des espèces qui ont séjourné dans l'eau. Alors comme l'ADN se dégrade assez vite, il faut que l'espèce soit passée dans l'eau les 15 jours avant qu'on fasse le prélèvement. Donc des espèces qui, par exemple, comme les tritons ou les grenouilles ne séjournent qu'un court moment dans l'eau, on ne pourrait pas savoir qu'elles étaient présentes sur le site si on fait un prélèvement en novembre, alors même qu'elles passent en mars, avril, mai, en fonction de l'altitude. Mais n'empêche qu'à partir du moment où vous choisissez bien votre date, vous pouvez savoir quelles sont les espèces qui sont présentes dans l'eau. Donc on a obtenu avec ça la liste de toutes les espèces qu'on connaissait sur le site en grande partie, parce qu'on a fait parallèlement les 2 études, à la fois l'étude on va dire de terrain classique où on prend les bottes et on va autour de la tourbière et puis on essaie d'attraper soit des adultes, soit on essaie de trouver des exuvies, et puis l'étude ADN. Donc on ne sait pas trop si si c'est quelque chose qui va vraiment se développer. On verra avec le temps, mais en tout cas ça ouvre un certain nombre de perspectives pour faire des inventaires à peut-être plus large échelle pour trouver certaines espèces, puisque une des difficultés, c'est pas seulement qu'il manque de spécialistes, c'est aussi que pour beaucoup d'espèces c'est un temps considérable pour les trouver, et notamment pour les insectes. C'est pas en allant une fois sur le site qu'on va les trouver.
Ouais, il y avait encore quelques photos d'espèces de la tourbière. Donc là, c'est justement, il y a d'autres espèces de libellules qui vont être plutôt associées aux zones périphériques de la tourbière, qui sont les zones tourbeuses mais sans eau libre, dans lesquelles il y a des petites gouilles qui vont se créer, qui vont être inondées en période les plus humides, et dans lesquelles les femelles vont aller pondre, et donc les larves en fait vont se tenir dans la sphaigne de la tourbière, même quand celle-ci est exondée, et ça leur suffit pour assurer leur cycle de vie. Mais il y a plein d'autres espèces dans ces milieux, plein de plantes dont Bernard vous en a montré quelques-unes, donc c'est les Drosera qui sont en fond, mais il y a aussi des espèces qui sont inféodées à des plantes qui sont elles-mêmes inféodées aux tourbières, comme le papillon emblématique de ces tourbières qui est le nacré de la canneberge, tout en haut, qui justement vit sur la canneberge, qui elle-même est une plante qu'on trouve dans ces zones de tourbières. Et puis d'autres plantes, d'autres espèces comme le criquet palustre, qui apprécie notamment les zones très humides, mais qui est dans pas mal d'endroits dans les Vosges. Donc pour ceux qui en ont marre des photos et qui veulent essayer d'aller un petit peu sur le terrain, vous sortez sur le parking, vous allez juste derrière, vous faites 20 mètres, vous allez dans la pâture humide, et il y en a plein là, je les ai vus tout à l'heure. Donc s'il y en a qui veulent allier et essayer de transformer ce qu'ils ont vu en image directement sur le terrain, il suffit de faire 25 mètres derrière le parking de la salle des fêtes. Et vous verrez l'espèce qui est illustrée en haut à gauche. Après, encore quelques éléments, parce qu'à chaque fois, on nous explique que c'est merveilleux, parce que dans tel endroit, il y a une liste d'espèces qui est extraordinaire. Alors, effectivement, c'est toujours important de savoir ce qu'il y a sur un site, et de savoir qu'on a répertorié 150 espèces, 220 espèces, 447 espèces, ou que sais-je. Après, il y a des milieux qui sont naturellement pauvres en espèces, mais c'est pas pour ça que c'est pas des milieux qui sont rares et qui sont très intéressants. Donc le ruisseau là, il ne correspond pas à l'habitat en fait de la libellule qui est là, qui est le cordulégas bidenté, qui lui vit vraiment sur les sources et les suintements. Et c'est la seule espèce en fait de son milieu. Elle est toute seule. Seulement, si on supprime ces tout petits milieux qui sont vraiment des milieux microscopiques de quelques dizaines de mètres, puisque dès que le suintement ou la source se transforme en ruisselet puis en ruisseau, en fait cette espèce va disparaître. Donc elle est vraiment inféodée à des micro-milieux dans lesquels, si j'ai bien compris, on trouve aussi des bryophytes, des bryophytes vraiment très intéressants. Donc c'est des milieux, il y a certains habitats qui sont pauvres en espèces, c'est comme ça, et on ne pourra pas y faire, on ne pourra jamais obtenir une liste de 400 espèces, mais n'empêche qu'il n'y a que ces endroits où ces espèces sont présentes, et à partir de là, le nombre d'espèces ne fait pas tout, il faut aussi voir l'intérêt qu'a les populations qui sont présentes, les espèces, est-ce qu'elles sont rares et inféodées ou pas, est-ce qu'à un échelon plus vaste, les réserves de Haute-Vosges ont une nécessité pour la conservation à l'échelle par exemple des massifs montagneux du nord de la France, etc. etc. Donc c'est parfois une seule espèce, ça suffit à se poser la question de l'intérêt et de la pertinence de protéger certains habitats. Bon, généralement, on n'en trouve jamais une seule, mais là, par exemple, pour les libellules, il n'y en a qu'une. Mais si maintenant je sors avec un bryologue avec un petit B ou un grand B, visiblement, j'ai des chances d'en trouver d'autres, et puis le site prendra de l'intérêt. Mais il n'y aura jamais autant d'espèces que dans la Kalamogorostidae, ou enfin, sur les cirques glaciaires, les zones thermophiles, avec la végétation la plus remarquable. Et donc après il reste la forêt qui est mal aimée. Alors le problème de la forêt, c'est que tous les milieux là dont je vous ai parlé, en fait ce sont des milieux qui ont été approchés par le fait qu'on a étudié les libellules, bon, ça c'est le milieu aquatique, mais surtout les papillons de jour, les cirques qui sont beaucoup sur les fleurs, les milieux fleuris, les orthoptères qui sont aussi très fréquemment sur les milieux ouverts, etc. Et donc au final, les groupes qui sont les plus communément étudiés, en fait, ce sont les groupes des milieux ouverts. Et finalement, la complexité de la forêt, même si ce n'est pas une complexité de forêt pluviale, à notre échelle, on l'étudie peut-être un peu moins. Les groupes emblématiques, c'est les coléoptères. Vous avez vu qu'il n'y a que 348 espèces sur la réserve, donc c'est à peine 10% des coléoptères alsaciens. Donc ça, c'est probablement parce qu'il y a peut-être encore un effort d'investigation. Et puis parmi tous ces
ces coléoptères, il y a aussi d'autres groupes à étudier qui seraient très caractéristiques et emblématiques des forêts, des vieilles forêts notamment, ou des forêts sur éboulis, en tout cas de milieux forestiers qui sont devenus rares. Et donc, ce qui semble indispensable pour évaluer l'intérêt des différents milieux par rapport aux insectes, ce serait d'avoir un panel le plus large possible de tous les groupes qui existent en fonction des habitats, avant de commencer à savoir si il faut préférer ceci à cela, tel pré à telle pâture à telle mégaforbia à telle forêt, etc. etc. Donc c'est toujours un peu compliqué. Là, clairement, sur la réserve, on a peut-être un décalage entre des milieux un peu plus étudiés, d'autres un petit peu moins. Et donc, il faut toujours garder ça à l'esprit et se poser les questions. Ouais, voilà, donc c'est un peu ce que je disais, donc entre des groupes qui sont disons, considérés comme relativement connus, d'autres qui sont considérés comme insuffisamment connus, et d'autres qui sont considérés comme pas du tout connus. Et là, on vous a fait une version simplifiée des choses, on a regroupé, mais par exemple les mollusques, c'est des espèces très intéressantes sur des tas de milieux, les rochers, les falaises, certaines forêts, etc. Et donc il y a encore du travail pour les invertébrés dans la réserve naturelle, même si ce qui a été fait jusqu'à présent est déjà pertinent et très intéressant, mais vous voyez que la flore et les champignons, c'est maintenant 2 siècles que des gens herborisent sur la réserve. Et sur plein d'autres groupes du vivant, il y a beaucoup moins de gens. Ils sont durs à trouver aussi, donc forcément ça aide pas.